Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser mon marathon du Cognac 2023. Un marathon que j'ai enfin terminé sous la barre des 4 heures. Une quête de 12 ans et on va en parler aujourd'hui. Première chose, ne minimisons pas le fait de terminer un marathon. Selon une étude, il y a environ 0,17% de la population mondiale qui a terminé un marathon. Il y a environ 1,3 million de marathoniens dans le monde. On est à peu près 8 milliards. Donc ça fait environ 0,17% de la population mondiale qui a terminé un marathon. Donc si vous faites partie de ces gens-là, ne minimisez pas votre exploit que de terminer cette course. Donc dans cette vidéo, on va voir le contexte, la préparation, la course, l'après-course et on finira par une FAQ. Commençons par le contexte. Alors pour vous raconter un petit peu mon histoire, parce que le but de cette vidéo c'est de partager du coup mon entraînement, mes expériences et mon histoire par rapport au sport et notamment par rapport au marathon. Comme vous pouvez le voir, j'ai un t-shirt que j'ai ressorti tout spécialement pour la vidéo du marathon d'Amsterdam en 2011. Donc en 2011, j'ai fait mon premier marathon d'Amsterdam et j'ai fait exactement 4h49. Alors pourquoi j'ai fait 4h49? Alors que, quelques années auparavant, je faisais le semi-marathon de Paris avec un record en 1h33. Normalement, quand tu fais un semi-marathon en 1h33, tu peux faire un marathon en environ 3h30, un petit peu moins de 3h30, c'est vraiment un temps accessible en fait. Et là j'ai fait 4h49. Et bien, tout simplement parce que au 21e kilomètre du marathon d'Amsterdam, j'ai eu une douleur au genou qui est apparue. C'est le fascia lata, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'arrivais plus à courir, ce qui fait que j'ai terminé le dernier semi-marathon en marche rapide. Un peu comme Johan Diniz, en fait, tout simplement. Donc du coup, je l'ai terminé. Ça, il n'y a aucun problème sur le fait que j'allais le terminer. Mais j'ai quand même mis 4h49. Ça, c'était en 2011. 2011, premier marathon à Amsterdam, 4h49. Après, j'ai couru, je me suis mis un petit peu au triathlon, et le deuxième marathon que j'ai fait, c'était en 2016, lors de mon premier Ironman, où là, évidemment, un marathon pendant un Ironman, c'est pas la même chose qu'un marathon classique. Là, je l'ai fait en 6 heures, c'était horrible. J'ai pas eu spécialement de douleur au genou, tout simplement parce que je n'arrivais même pas à courir, parce que j'avais envie de vomir à partir du 10e kilomètre, donc c'était vraiment... Là, pour le coup, c'était même pas un problème musculaire, ou on va dire, ou tendineux, ou une blessure, c'était vraiment, j'avais la gerbe, impossible. Donc j'ai mis 6 heures pour faire ce marathon. Voilà. C'était mon deuxième marathon de ma vie. En 2017, j'ai fait le marathon de Blaye, où là j'ai mis 4h19, qui était mon record. Et donc, pareil, j'ai eu une douleur au genou qui arrivait à peu près au 30e kilomètre. Et après, j'ai alterné marche-course jusqu'à la fin. Et donc, j'ai mis 4h19. Donc pareil, j'étais dégoûté parce que, encore une fois, cette blessure au genou. Puis j'ai continué ma vie, voilà, de la course à pied, des entraînements, etc., du triathlon. Et j'ai fait en 2022 le marathon du Cognac. Et là, je pensais avoir fait une bonne préparation. Et j'ai fait 4h37. Tout simplement parce que ma blessure au genou s'est réveillée au 22e kilomètre, encore une fois. Donc allez, on remarche, on court, on marche, on court, et on finit. Et donc cette année, j'ai réussi enfin à passer sous la barre des 4 heures, donc le 11 novembre 2023, marathon du Cognac en 3h54. Enfin. La médaille, elle est là. La petite bouteille de cognac, elle est là. Le t-shirt de mon premier marathon, 12 ans plus tard, j'ai enfin réussi à passer sous les 4 heures avec cette chaussure. Voilà. Une Keep Run KS 900. Et autant vous dire que celle-là, je vais la laver. Et puis je vais écrire mon temps ici. Et je vais la poser dans mon bureau tout simplement. Parce que ça fait tellement longtemps que j'attends de passer sous les 4 heures. Donc voilà, ça, c'était le contexte. Maintenant, on va passer à la préparation. La préparation. Alors, c'est simple. J'ai utilisé Campus Coach. Donc Campus Coach, c'est une plateforme, vous pouvez aller sur internet,
Comment j'ai connu Campus Coach? C'est tout simplement en regardant des vidéos de Iron Human et de Running Addict, donc Tristan et Nicolas, qui sont deux personnes sur YouTube qui vulgarisent la course à pied et le triathlon, qui sont de très bons conseils, qui ont des vidéos très motivantes, qui nous donnent envie de courir, qui nous donnent vraiment beaucoup d'astuces. Et ils parlaient du campus, je les entendais parler de ça depuis un petit moment, et j'avais pas spécialement de gros objectifs avant. Et j'ai toujours fait des préparations en fait un peu, maintenant que j'y pense, un peu au dernier moment. C'est-à-dire que moi, dans ma vie sportive, je suis plutôt du style à avoir un défi en tête. Je m'inscris, je me prépare pour ce défi, je le fais. Et après, quand j'ai pas de défi, je vais moins courir, ou moins m'entraîner, etc. Ou même passer un défi qui n'a rien à voir en fait. Ce qui fait que j'avais pas de régularité réelle dans la course à pied ou dans le triathlon, etc. Et en fait, ça s'en ressent parce que tous mes entraînements, tous mes marathons ou mes autres courses que j'ai fait avant, c'était toujours, bon, allez, 3 mois avant, je prends un plan sur Internet, plan de 12 semaines pour marathon, et puis on va voir ce que ça donne. Et à chaque fois, force est de constater par les résultats que j'ai eu des problèmes, au genou notamment, qui fait que je n'arrivais pas à faire de marathon sans blessure. Pour ce qui est des autres distances, c'est plus court et j'ai pas de problème. Mais pour le marathon ou les courses longues, ultra trail, marathon, tout ça, compliqué. Du coup, j'ai pris le campus. Donc le campus, c'est un système où en fait tu vas payer alors à l'année ou au mois, c'est comme tu veux, et tu vas rentrer beaucoup d'informations que le campus et les coachs vont te demander, et ça va te choisir, enfin ça va te donner le temps que tu peux faire en fonction des informations que tu as données. Donc c'est pas genre tu vas sur internet et tu dis je voudrais faire mon marathon en 3 heures et on te donne un plan d'entraînement pour faire un marathon en 3 heures, sauf que toi tu as les capacités de le faire qu'en 4h30, donc forcément tu vas rater ton entraînement, tu n'y arriveras pas, tu seras frustré, ça va pas le faire. Là c'est tu donnes beaucoup d'informations à la plateforme et au coach et ça te calcule ton plan d'entraînement en fonction de tout ce que tu as dit, en fonction de ton expérience, si tu as déjà couru, ton dernier record sur 10 bornes, sur semi, sur marathon, ce que tu veux, voilà, tu notes tout ça. Combien tu as de temps pour te préparer, ou alors quelle est la date de ta course, et ça te sort le nombre de semaines de prépa et tout. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Et j'attendais d'avoir testé un plan d'entraînement du campus sur 6 mois, donc sur 24 semaines, qui est le maximum, pour pouvoir dire ce que j'en pense. Et force est de constater que c'est génial, parce que c'est ça qui m'a permis de faire mon marathon en moins de 4 heures. Ça faisait 12 ans que j'avais tenté la première fois, que j'ai raté. Et puis je suis assez fier de moi parce que j'ai été quand même assez opiniâtre et obstiné pour ne jamais lâcher et toujours me dire que je pourrais réussir à faire cette quête du marathon en moins de 4 heures. Donc évidemment, je n'ai pas essayé tous les ans, mais n'empêche que ça m'a pris 12 ans pour me rendre compte qu'un plan long de 6 mois était vraiment bénéfique pour le corps. Il faut que le corps s'adapte. Et en 6 mois, on a un entraînement progressif. On commence doucement. Les premières semaines, tu te dis, mais c'est trop lent, c'est pas beaucoup, etc. Et puis ça monte, et puis ça monte, et puis ça monte. Et ton corps, il a le temps de s'habituer. Donc moi, j'ai pris un plan. J'avais 3 entraînements par semaine. Avec ma vie personnelle et professionnelle, c'est ce qui me va le mieux. Et donc avec 3 entraînements par semaine sur 24 semaines, j'ai largement eu le temps, mon corps a largement eu le temps de s'adapter et donc de progresser et de travailler sur la résistance, etc. Et j'ai pu faire mon marathon. Donc ça s'est super bien passé. Au niveau des stats, je les ai plus en tête exactement, mais j'ai fait environ 90% de mes entraînements. Alors que sur mon marathon du Cognac de 2022 de l'année dernière, je vous mets les stats, on peut voir que j'avais raté énormément d'entraînements sur une période de préparation beaucoup plus courte. Donc, ça a fonctionné, c'est super, je suis super content. Le dernier mois de la préparation a été très difficile et c'est là où j'ai raté, je crois, 4 entraînements parce que j'avais beaucoup d'échéances, point de vue professionnel, personnel, le temps, malade, etc. Ça a été assez compliqué sur le dernier mois. Donc j'étais un petit peu frustré de ça parce que j'avais fait 5 mois parfaits sans rater un entraînement. Et le dernier mois, c'est là où j'en ai raté le plus. Notamment la dernière sortie qui normalement aurait dû être d'environ 2h15 avec des blocs allure marathon. Donc quand même une sortie très importante, mais j'étais vraiment HS et je pense que ça aurait été beaucoup plus mauvais pour moi de sortir m'entraîner
plutôt que de me reposer. Donc vu que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de bénéfices à me reposer, j'ai pas fait cette sortie et puis je me suis reposé pour la suite. Cette douleur au genou qui arrive au 25e kilomètre de ma sortie la plus longue de la préparation, dans ma tête je me dis putain c'est pas possible, ça va pas fonctionner encore, etc. Puis j'ai analysé, je me suis rendu compte que j'avais du coup accumulé quand même beaucoup de fatigue avec tous les entraînements et donc je me suis entraîné, j'ai fait cette sortie avec beaucoup de fatigue, ce qui était le but. Donc je me suis dit, ok, quand tu auras fait tes 2 semaines d'affûtage, que tu auras redescendu en pression, que tu seras reposé, le jour du marathon, peut-être que tu auras cette douleur au genou, mais peut-être qu'elle arrivera qu'au 35e, ou 36, 37, peut-être que tu ne l'auras pas. Donc j'ai tablé sur le fait de me reposer. J'ai pu me reposer, mais encore une fois, avec pas mal de choses qui me perturbaient un petit peu dans ma tête. J'étais pas concentré à fond sur le marathon, c'était assez compliqué ce mois de novembre. Je le dis pour m'en rappeler et puis pour donner de l'expérience par rapport aux gens. Vraiment, quand on fait une course, un objectif comme ça aussi gros, en tout cas pour moi c'était le plus gros objectif de mon année 2023, si on peut être vraiment focalisé à 100% dessus, c'est évidemment le mieux. Donc moins tu as de choses qui te perturbent autour, et plus tu seras concentré sur ta course, et mieux ce sera. La course, on est le 11 novembre 2023, on arrive à se garer tout près du départ. C'est comme ça, à chaque fois que je suis avec ma femme, on trouve une place, toujours comme ça, pim pam poum, au dernier moment, c'était nickel. Je suis environ à 600 mètres de la ligne, c'est parfait, on y va. Je retrouve un ami qui va courir son premier marathon. On fait des petites photos en famille et tout, hop, on est sur le pont, on a nos dossards, tout va bien. Je regarde ma montre et je fais « Oh là, mais départ dans 2 minutes, il serait peut-être temps d'y aller ». Donc on commence à y aller. Mon pote, en fait, on arrive face à la ligne. Donc il faut voir qu'il y a un ruban. Il y a plein de mecs derrière qui sont prêts à courir le marathon. Et nous, on est de l'autre côté et on n'est pas du bon côté, en fait. Donc je dis « Ok, bon, on fait vite, il faut qu'on y aille ». Donc on commence à courir. Lui, il part à droite, moi, je pars à gauche. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai une idée d'aller par là. Je passe, je pousse des poubelles, je passe, il y avait des grilles normalement tu sais, qui sont fermées pour pas qu'on y aille. Je les ouvre et je passe à travers et j'arrive en fait là où il y a les supporters. Donc tout le monde avec son téléphone en train de filmer, qui sont devant des barrières. Et je dis putain, comment je vais faire pour passer? Et en fait, à chaque fois tu avais une barrière, une bâche publicitaire, une barrière, une bâche publicitaire, etc. Et du coup, je me dis je peux pas passer au-dessus parce que j'ai pas la place de pouvoir prendre appui pour sauter. Et j'entends le gars qui dit « Allez, départ dans 20 secondes ». Je fais « Waouh ». Et du coup, je vois la bâche et je passe en dessous. Donc moi, je fais 1m91. La bâche, entre le sol et la bâche, il y a ça. Donc c'est évidemment assez souple. Du coup, je me fous par terre à plat ventre et je rampe comme un mec de l'armée. Je passe en dessous, je me relève, je suis tout crade. Je prends ma montre. Le gars, il fait 5, 4, 3, 2, 1. Hop, je lance ce chrono et je pars. Ce début de course était improbable. J'ai jamais été aussi en retard entre guillemets. Normalement, je suis là bien avant, j'ai le temps de me positionner, je suis bien à l'avant, je mets ma montre. Alors là aussi, j'étais à l'avant, hein, parce que moi, je pars toujours dans les premiers. Moi, je me fous pas à l'arrière, parce que sinon, tu perds beaucoup trop de temps pour moi. Donc, je me mets à l'avant et hop, ça part. On est en Charente. Il a beaucoup plu. Ça, c'est pour vous donner le contexte. Et donc, la Charente a débordé. Le circuit a été modifié. Donc, ça va être une première boucle de 10 km, une deuxième boucle de 10 km, puis une boucle du semi-marathon. Donc la première boucle de 10 km, je la fais, je pars et je me sens bien. J'avais comme objectif d'allure, on va dire 5 minutes du kilomètre. C'était 4 minutes 57 mon objectif, mais on va dire 5 minutes le kilomètre. C'était ça mon objectif. Je pars, je suis à 4,45 du kilomètre sur les premiers kilomètres, le deuxième, le troisième, et puis je me sens super bien. C'est normal, hein, on a fait une super prépa et on doit être prêt pour courir 42 bornes. 42,195. Donc autant dire que les premiers kilomètres, c'est sûr que tu es bien. Je commence à me sentir bien et puis je me dis, bon, je vais continuer comme ça, même si c'est un peu plus rapide que mon allure objectif, parce que si j'ai mal au genou, moi j'aurai mal au genou plus tard. Parce qu'il faut vous rendre compte que j'ai couru toute ma vie mes marathons en ayant peur de la douleur au genou qui allait arriver. Je savais quand elle allait arriver, mais je ne savais pas quand. Donc ça n'a pas dérogé à la règle, j'ai couru ce marathon en ayant peur d'avoir mal au genou. Donc forcément, quand je me sens bien à 4,45, je me dis, allez, je cours à 4,45 et au moins, si j'ai mal, j'aurai peut-être mal au 36e plutôt qu'au 24, au 25, tu vois.
Donc du coup, bah, je cours, je fais mon premier 10 km, ça se passe très bien, je passe devant femmes et enfants qui nous supportent, ça fait de plaisir. Commence le deuxième tour de 10 km, donc on continue, 13 bornes, 14 bornes, 15 bornes, je suis toujours à 4,45 de moyenne, je suis très bien, c'est parfait. À un moment, devant moi, à 50 mètres devant moi, j'ai 3 chevreuils qui passent comme ça, 1, 2, 3. Et donc tu as tout le monde derrière qui voit les chevreuils, qui fait « Waouh, tout incroyable !» Donc c'était génial, il faisait super beau. Franchement, il a plu tous les jours avant et il a plu après, mais le jour du marathon, les 5-6 heures où on a couru, il y avait du soleil, c'était incroyable. Donc du coup, on voit des chevreuils passer, c'était super. Sur cette deuxième boucle de 10 km, il y avait les gens qui faisaient le 10 km de Cognac. Donc du coup, on passait notre temps à doubler des gens. Malgré le fait qu'ils aient que 10 km, la plupart étaient quand même plus lents que moi. En tout cas, sur cette course. Et donc du coup, on n'arrêtait pas de doubler plein de gens. Donc au niveau du moral, ça fait plaisir de doubler plein de gens. Et puis les gens nous disaient félicitations, bravo et tout, parce qu'ils voyaient qu'on était au marathon. Donc ils nous encourageaient en plus. Donc c'était vraiment assez agréable. Je finis cette boucle de 10 km, donc la deuxième, et donc je suis au semi-marathon. J'ai couru 21 km en 1h41. Ça, c'est mon temps de passage au semi-marathon. Donc, très bon temps de passage, incroyable. Évidemment, il y a un moment, il y a une petite pancarte qui nous dit à droite marathon, à gauche le 10 km. Et donc, quand je prends le marathon, il n'y a plus personne. Parce que, voilà, j'ai un rythme où je suis quand même pas trop mal et il n'y a pas grand monde devant moi, il n'y a pas grand monde derrière. Et là, tu te mets à courir tout seul. Et là, en passant devant ma femme et mes enfants qui m'encouragent, je me rends compte quand même que ça pique pas mal les cuisses. Voilà, ça pique pas mal. La deuxième partie de course, le deuxième semi-marathon. Donc, je suis passé donc devant ma femme et mes enfants au 21e kilomètre, tout va bien, 1h41. Là, ça commence un peu à piquer. Je me dis, ok, on continue l'allure, toujours pas mal au genou. Au 22e, j'ai pas mal. 23, 24, 25, 26, ça déroule, je me dis putain c'est fou ça, c'est bien ça. Donc on va regarder un peu le Strava quand même pour vous donner les allures. Mais j'ai pas mal au genou, je suis bien. Quand même à partir du 23-24, je commence à ralentir l'allure parce que ça commence un peu à piquer. Donc je tourne aux alentours de 5 minutes 15 au kilomètre, voilà, 5 minutes 11, 5 minutes 16. Et après là au 27e, là, 27, 28, 29, 5,40 de moyenne. Voilà. 27, 28, 29, 5,40 de moyenne, ça commence à piquer. Et du coup, au 29e ou au 30e, je décide de m'arrêter au ravitaillement parce que ça fait 30 km que j'ai couru sans m'arrêter, que j'ai envie de pisser depuis le départ. Je n'ai pas pu le faire. Donc du coup, je dis bon là, je m'arrête. Ça va me faire du bien aux jambes. Ça va un peu atténuer la douleur. Je prends un peu de nourriture solide. Et donc je les prends, et puis tu sais, je mange en marchant pendant environ 1 minute. Je me dis pas plus d'1 minute. J'en profite également pour m'arrêter pisser près d'un arbre, ce qui évidemment est incroyable quand ça fait 30 km que tu as envie de pisser. Et donc je repars au bout d'1 minute. Je repars évidemment moins vite qu'au début. Je pense que je dois courir aux alentours de environ... je suis environ à 6 minutes du kilomètre, à peu près 6 minutes du kilomètre, 6 minutes 10 peut-être le kilomètre, je pense. Je cours à peu près à cette vitesse-là. Sauf que à chaque ravitaillement où il y a de la nourriture, je m'arrête, je prends à manger et je marche 1 minute. Donc du coup, ma moyenne au kilomètre est plus grande. Là, sur le Strava, j'ai à peu près, tu vois, j'ai le 33e kilomètre, 5,55. Ah là, je pense qu'il n'y a pas eu de ravito. Mais du coup, après, tu vois, 6,40, 6,34, 6,58, 6,42, 6,35. Voilà, donc en fait, j'avais une allure de course qui était à peu près potable, mais je me suis arrêté, je crois, 4 fois à 4 ravitaillements, environ 1 minute, peut-être même un petit peu plus des fois. Et en fait, la douleur physique du bas du corps, c'est ça vraiment qui était dur. Et c'est ça que je découvrais en fait. Parce que de toutes mes expériences que j'ai fait avant, vu que j'avais des blessures au genou, je marchais. Donc ça me reposait entre guillemets. Et puis j'essayais de recourir un peu et je remarchais. Et j'avais mal à un endroit spécifique, à mon fascia lata en gros. Mais j'avais pas de douleur générale. Donc là j'ai découvert, sur mon 5e marathon, la douleur physique
d'un marathonien au bout de 30 km, de 35 km de course à pied. Et c'est là où j'ai eu du mal en fait à tenir, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai marché, c'est que il faut maintenant que je travaille la résistance physique, parce que je viens de me rendre compte de ce que c'était. Donc voilà, on continue la course. Pour faire une petite parenthèse nutrition, donc je cours en fait avec 2 gourdes de 250 ml, des gourdes souples que je mets sur des poches de côté, et j'avais des gels Morten, j'en avais 4, et moi en fait j'en prends toutes les 45 minutes. Donc c'était 45, 1h30, 2h15, et après j'ai pris 3 heures, et après à partir de là j'en avais plus, et surtout j'avais plus envie en fait, et donc j'ai commencé à prendre des trucs pour me faire plaisir, pour le mental. Donc c'est-à-dire de prendre de l'orange, de prendre un morceau de pain d'épices ou je sais plus quoi. Enfin, en fait, il y a un moment aussi, le mental fait du bien. J'ai pris aussi des verres de coca parce que voilà, ça amenait des glucides, ça amenait le petit côté sucré et tout, c'était cool. Donc le gel Morten, c'est bien pour le début, et à la fin, quand vraiment ça commence à devenir dur, il faut que psychologiquement j'ai des petits trucs pour me faire plaisir. Donc c'est pour ça aussi que je m'arrêtais au ravito, c'était pour prendre ce type de nourriture, et puis aussi pour les gens qui t'encouragent. Souvent il y a des animations et tout, donc c'est cool, ça rebooste un petit peu. Donc du coup voilà, j'ai couru comme ça jusqu'à la fin, et puis plus le temps passait, plus je me disais, je faisais mes petits calculs dans ma tête, et je me disais c'est bon, tu vas passer sous les 4 heures, tu vas passer sous les 4 heures, t'as pas mal au genou, et puis 37e, t'as pas mal, 38, 39, 40, je reçois un message de ma femme et de mes enfants qui m'encouragent. D'ailleurs mes enfants assez perspicaces qui me disent dans un vocal, papa, t'es combien? T'es premier? T'es deuxième? T'es 10e? Je dis, pas du tout, pas du tout. Mais bon, ça m'a fait plaisir d'entendre leur voix, et puis d'entendre ma femme aussi qui m'encourageait pour me dire que j'allais y arriver, parce que du coup là, quand j'envoyais les temps, c'était sûr quoi. Et donc vu que je savais que j'allais passer sous les 4 heures, je me suis aussi laissé aller un peu sur la fin. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois, entre le 40e et la fin du marathon, où je me suis mis à marcher, parce que j'en pouvais vraiment plus, j'avais vraiment hyper mal aux jambes. Et vu que je savais que j'allais passer sous les 4 heures, je ne me suis pas donné plus que ça en fait. Donc j'ai marché pour me soulager et pour profiter en fait un peu de l'instant, en me disant voilà, je marche, mais c'est bon, je vais passer sous les 4 heures. Je pense que si je n'avais pas marché pendant ces moments-là, j'aurais pu gagner peut-être 5 minutes, tu vois, 4 minutes. Peut-être que je serais passé sous les 3h50. Mais vu que ce n'était pas vraiment l'objectif, je m'en foutais en fait de faire 3h48, 52, 56. Je voulais juste passer sous les 4 heures. Voilà, donc j'ai continué à courir, et puis arrivent les dernières montées, parce qu'il y a des petites montées quand même à la fin sur Marathon du Cognac. Et après arrive la fin, donc la fin elle est en descente. L'année dernière, j'ai mon fils qui m'a accompagné sur la fin du marathon, et cette année c'est ma fille qui m'a accompagné. Donc je l'ai pris par la main, et puis j'ai passé la ligne en courant cette fois, sans avoir mal aux genoux. Et ça, c'était incroyable. Et donc à la fin, c'est elle qui me met la médaille autour du cou. Donc ça, c'est un super souvenir. Et donc voilà comment j'ai terminé mon marathon en moins de 4 heures. Maintenant, on va parler de l'après-course. Qu'est-ce qui se passe quand tu termines une course et que tu atteins l'objectif que tu as rêvé d'atteindre depuis 12 ans? Imagine-toi, si tu me regardes là, imagine-toi un objectif que tu as. Je sais pas moi, courir un semi-marathon, nager 2000 mètres, je sais pas, monter une montagne, je sais pas, n'importe quoi, n'importe quel objectif que tu as. Imagine-toi que ça fait 12 ans que tu cherches à le réaliser. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, quand je l'ai réalisé, ça ne m'a procuré aucune C'est comme ça, je sais pas. J'ai passé la ligne, et en fait ça m'a rien fait. J'ai vu mon temps, j'ai arrêté ma montre, et je sais pas si j'ai été choqué d'y arriver, mais ça m'a rien fait en fait. Ça m'a rien fait parce que je l'avais tellement visualisé dans ma tête de réussir à courir en moins de 4 heures,
le moment en fait de joie de y arriver, en fait, je pense que je l'ai déjà vécu dans ma tête trop de fois. Et quand c'est arrivé pour de vrai, je me suis dit, bah en fait, c'était normal, c'est sûr que j'allais y arriver. En fait, il n'y a pas de surprise. Je savais que j'allais y arriver. Même si je ratais cette édition, j'aurais fait celle de l'année d'après. Et celle de l'année d'après. Et encore. Et même si j'avais mis 30 ans pour réussir à faire cet objectif, c'est pas grave. Du coup, bah, ça m'a pas procuré d'émotion. J'ai passé la ligne, ma fille elle m'a mis ma médaille autour du cou. J'ai marché un peu. Là, j'ai vu, ah ça faut que je le dise, là j'ai vu Adrien, un ami avec qui je cours, qui lui faisait son premier marathon. Ça fait 1 an et demi qu'il court. Hein, il s'est mis à courir il y a 1 an et demi, quand on s'est rencontrés et tout. Donc il a fait un petit 10 km, un deuxième, il a fait un semi, un deuxième semi, etc. Et tout. Il devait faire le marathon de Cognac l'année dernière et puis en fait il ne l'a pas fait. Et du coup il en a fait un là, il l'a fait. Et il était derrière moi tout le long. Et je passe la ligne et donc quand j'arrive et que je veux m'asseoir sur le trottoir, je le vois. Et je me dis putain mais qu'est-ce qu'il fout là? Du coup lui il a terminé en 3h50 et 8 secondes. Du coup félicitations Adrien si tu me regardes. Et du coup je le vois, le truc c'est que c'est un petit barbu avec une tenue, une trifonction verte que je lui ai offert pour quand il fera ses triathlons et son Ironman, parce qu'un jour il deviendra un Ironman. Et je veux dire, sur la fin du marathon, il n'y avait personne dans les rues. Et je ne l'ai pas vu me doubler. Et lui, il ne m'a pas vu. Donc en fait, je ne sais pas quand est-ce qu'il m'a croisé, enfin quand est-ce qu'il m'a doublé, mais je l'ai vu. Donc du coup, on se prend dans les bras et tout, on dit félicitations et tout, et je me pose environ, je sais pas moi, 10 minutes sur le trottoir comme ça. J'ai ma médaille, je regarde un peu tout le monde et je cherche un peu d'émotion et en fait, j'en ai pas. Alors j'ai ma femme et mon fils qui me rejoignent et tout ça. Et donc voilà, bisous, félicitations. Après ils partent, le temps que je mange un petit peu, que je récupère et tout. Et voilà, ça m'a pas procuré spécialement d'émotion. Donc il faut aussi en prendre conscience, ça, pour vous, si vous avez des objectifs, des choses dans votre vie que vous rêvez de faire, il faut savoir que des fois le rêve, il est presque plus fort que la réalité. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer l'émotion qu'on va avoir en faisant telle ou telle chose, et au bout du compte, quand on le fait en vrai, bah, c'est pas comme on l'avait imaginé. Donc bah là, bon, j'avais pas imaginé sauter de joie et crier après avoir réussi parce que c'est pas du tout mon style. Je suis plutôt pudique dans mes émotions sportives, mais je pensais que ça allait me faire quand même quelque chose et en fait, non. Par contre, je suis très fier du parcours et de la vidéo que je suis en train de faire et de raconter mon histoire, mais vraiment l'instant T où j'ai passé la ligne, pas d'émotion. Donc du coup, bah, après ce marathon, d'habitude quand je fais des courses comme ça, des ultra-trails, des triathlons, des marathons et tout, je dis toujours à ma femme, bon c'est fini, j'en ferai plus jamais, c'est pas possible, c'est horrible. Et 2 jours après, je lui dis, bon, je me suis inscrit sur telle course, voilà. Elle a l'habitude, tout le monde a l'habitude. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Là, j'ai pas du tout eu cette idée en tête, parce que vu que je n'ai pas eu de blessure et que c'était simplement de la résistance musculaire, je me suis juste dit, putain, la prochaine fois, je serai encore plus préparé et j'aurai mal encore plus tard. Et donc, je ferai un meilleur temps. Là, je suis chaud pour en repartir direct, quoi. J'étais dans la voiture, j'étais en train de faire mon analyse de course avec ma femme et tout, on roulait, j'étais là, mais vas-y, en fait, si je fais ça, si je mets du renfort, si je continue à courir pendant 1 an, l'année prochaine, nanana, enfin, voilà, j'étais chaud patate. Donc ça, c'est cool, parce que c'est un nouvel état d'esprit que j'avais pas avant. Avant, souvent, pendant 2-3 jours, je voulais plus entendre parler de sport, et puis après, je m'y remettais doucement. Et donc du coup, bah, après un marathon, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te reposes, hein. Donc moi, je me suis reposé environ 10 jours. Donc pendant 10 jours, j'ai pas couru, j'ai rien fait. Je me suis reposé. Même si évidemment au bout de 2 jours, tu es bien. Tu pourrais très bien repartir courir, faire du vélo, mais ton corps, il faut quand même qu'il se repose vraiment. Tes articulations, tes muscles, tout ça, tu vois. Donc pendant 10 jours, j'ai rien fait. Et là, je suis reparti sur 15 semaines de préparation, toujours avec le campus, avec Campus Coach, pour faire un semi-marathon. Le semi-marathon de Bazas-Langon, parce que pour les gens qui ne le savent pas, je vis en Gironde,
Donc le semi-marathon de Bazas-Langon, c'est début mars. Et donc c'est 15 semaines de préparation. Et là, on vise le sub 1h30. Mon record, c'est 1h33. Vu mes performances que j'ai faites récemment sur un 5 km, où j'ai battu mon record, et j'ai fait 19 minutes 38, je crois, le campus me prédit un semi-marathon en 1h29. Donc j'ai 15 semaines de prépa, où ça va bosser la vitesse. Je suis chaud patate parce que là j'ai bouffé 6 mois d'endurance fondamentale, 6 mois de long, etc., etc. Et là on va être sur des trucs beaucoup plus rapides et je suis trop chaud pour ce nouvel objectif. Donc essayer de battre mon record sur semi-marathon. Faut savoir que mon record sur semi-marathon, c'est quand j'avais 20, je sais plus combien d'années, je vais vous le marquer là. C'était au semi-marathon de Paris, c'était mon premier semi-marathon de ma vie. J'ai fait 1h33. Donc si à 37 ans, l'année prochaine du coup, ouais, j'aurai 37 ans, j'arrive à battre mon record, ça serait quand même incroyable. Donc c'est ça l'objectif. Et puis par la suite, une fois que j'aurai terminé ce semi-marathon, je ferai une petite semaine de récup et je partirai sur 5 mois de préparation pour le Grand Raid des Pyrénées, le Tour des Lacs, un ultra-trail de 80 km, qui est l'objectif que je me suis fixé en 2024. Et pour parler des objectifs à plus long terme, encore une fois, en espérant que tout fonctionne et que je décide de m'y tenir, en 2024, je ferai le Tour des Lacs, donc 80 km. En 2025, je ferai le 120 km, donc toujours le Grand Raid des Pyrénées, mais la course des 120 km. Et en 2026, je ferai le 160 km. Donc en fait, je pars du coup sur une progressivité de 3 ans, voilà, pour atteindre la course ultime, qui est le Grand Raid des Pyrénées de 160 km. Et ça sera du coup l'année de mes 40 ans. Donc je trouve que ça sera un très bel objectif pour les 40 ans. L'année de mes 30 ans, j'avais l'objectif de faire un Ironman, donc que j'ai fait à l'époque. Et donc là, je pars sur Ultra Trail de 160 bornes. Et surtout, maintenant que j'ai découvert que je pouvais courir sans avoir mal aux genoux, ça m'a ouvert le champ des possibles. Et donc, ça va être incroyable. Voilà ma petite analyse d'après-course et ma petite analyse des objectifs à venir. Et maintenant, on va passer à une petite FAQ. Donc, j'ai demandé à des amis et à des gens proches de me poser une question. S'ils avaient une question à me poser par rapport au marathon, quelle serait-elle? Donc évidemment, il y en a qui m'ont posé plusieurs questions. Mais on va y répondre. Parce qu'il y avait des trucs quand même assez sympas. Donc j'ai une question du coup de Yaya qui me demande si la préparation avant un marathon est-elle indispensable? Oui. Si tu veux pas te blesser, il faut une préparation. Évidemment, je pense que n'importe qui pourrait parcourir la distance de 42 km 195 sans entraînement. Tu pars maintenant, tu peux faire un marathon. Pas forcément tout le temps en courant, tu vas courir, marcher, mais pour moi, tout le monde peut faire cette distance. Par contre, si tu veux performer et éviter de te blesser sur un marathon, évidemment qu'il faut une préparation. Et plus la préparation est longue, mieux c'est, évidemment toujours progressive, pour que ton corps puisse s'habituer. Elle m'a posé une deuxième question, c'est si on devait retenir une seule exigence pour préparer un marathon, ça serait laquelle? La discipline de l'entraînement. Voilà, les entraînements, c'est 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Et la seule chose à retenir, c'est qu'il faut être discipliné et aller s'entraîner même si tu n'as pas envie. La motivation, c'est quelque chose en fait qui va partir. Moi, je ne suis pas motivé pour aller faire du sport tous les jours. Par contre, je suis discipliné et je m'entraîne. Alors pas tous les jours, mais je m'entraîne quand il faut s'entraîner. C'est ça qui fait que tu vas tenir sur le long terme et qui fait que tu vas progresser. Si tu ne vas t'entraîner que quand tu es motivé, bah moi je suis motivé des fois à 9 h et je ne suis pas motivé à 10 h. Donc on fait comment? Donc des fois je suis motivé à 18 h après une journée de boulot, et puis à 18 h 30, il y a un peu de vent, il pleut, je suis pas motivé. Bah ouais, mais bon, discipline. Et normalement ça devrait le faire. Là j'ai une question de Cindy, donc, qui me demande, puisque tu n'écoutes pas de musique pendant 42 km, tu fais quoi à part courir? C'est une bonne question. Eh ben, figurez-vous que moi, qu'est-ce que je fais quand je cours un marathon? Je regarde le paysage et je parle aux gens. Alors,
j'aime bien parler en fait souvent aux bénévoles. Donc les gens qui sont au carrefour, les gens qui sont au ravito, etc. J'aime bien leur dire un petit mot, les remercier, etc. Et des fois, quand je cours avec quelqu'un, bah, je lui parle, ou quand je double quelqu'un et que je vois sur son t-shirt, il y a écrit Gérard, je fais ça va Gérard, ta course, ça se passe bien, etc. Voilà, j'aime bien parler, je regarde mes temps, je fais des petits calculs, etc. Je pense aussi très souvent à ce que je vais manger après le marathon. Et voilà ce que je fais pendant 42 km 195. Autre chose, il y a des fois, je fais des vocaux, et il y a même des fois, j'appelle un ami. Ouais, je l'appelle comme ça en visio. Donc ça, c'est une petite dédicace pour Julien. C'est devenu un petit peu un running gag, mais la dernière fois, je faisais un Alpha Ironman, j'étais sur le vélo et je l'ai appelé en visio. Et là, pendant le marathon, je l'ai appelé en visio aussi. Donc voilà, Julien, à la prochaine course, je pense que je t'appellerai également. Alors, j'ai une question. Alors après, j'ai une question de Gilles qui me demande faut-il d'abord faire un ou des semi-marathons, du coup, avant de faire un marathon? Je pense que oui. Je pense que c'est plus judicieux, ne serait-ce que pour l'expérience de la course, et puis de se rendre compte de ce que c'est de faire du coup 21 km. Et puis après, tu te dis, ok, donc un marathon, c'est 2 fois ça. Ça te donne de l'expérience et ça t'apprend à te gérer toi, à gérer aussi ta nutrition, à gérer ta douleur par rapport à la course à pied, etc. Et donc, comme je l'ai toujours dit, et comme le campus le dit, donc que ce soit Nico de la chaîne Running Addict ou Tristan de la chaîne Iron Human, qui sont coachs sur le campus, progressivité. Donc si tu as couru que un 5 km dans ta vie, évite de partir sur un marathon le lendemain, quoi. Voilà, progressif, c'est quand même le mieux. Et j'ai une petite question de Louise qui me demande jamais tu as eu envie d'aller aux toilettes pendant que tu courais? Eh bien si, j'ai eu envie de pisser pendant 30 km, et donc j'y suis allé. Il faut savoir qu'il y a de temps en temps sur des courses des toilettes où tu peux t'arrêter, des toilettes mobiles là où tu peux t'arrêter si tu veux pour faire tes petits ou tes grosses commissions. Voilà. Mais il y a des gens qui s'arrêtent dans la forêt pour aller chier pendant qu'ils courent. Hein. Et puis franchement, vaut mieux ça que de courir pendant 20 bornes avec l'envie d'aller faire la grosse commission. Donc oui, ça m'est arrivé, j'ai pissé au 30e kilomètre. Deuxième question, est-ce que tu doutes de toi? Et comment tu réussis à tenir jusqu'au bout quand le doute t'assaille? Alors, je ne doute pas de moi, c'est-à-dire que je suis persuadé que je vais réussir mes objectifs, en tout cas que je ne vais pas abandonner, ça c'est sûr. Pourquoi je ne doute pas de moi? Parce que j'ai confiance en moi et que je fais tout pour m'auto-motiver, je prévisualise beaucoup le fait d'y arriver, et donc si tu imagines réussir quelque chose, c'est quand même mieux. Si ton objectif que tu as dans ta vie, sportif ou autre, tu ne l'imagines même pas, comment tu veux le réussir? Si tu n'arrives même pas à l'imaginer, comment tu veux le réussir? Donc moi, j'imagine toujours réussir mes objectifs, et donc je doute très peu de moi sur les courses. Par contre, il peut y avoir des problèmes qui arrivent, hein, donc voilà, une blessure, tu te fais une cheville en descendant un trottoir, tu es malade, tu as envie de vomir, enfin n'importe quoi, il y a plein de choses. Mais la plupart du temps, je ne doute pas de moi. Alors, j'ai une question de Vinny et Karine qui me demandent tout simplement pourquoi. Donc j'imagine que la question c'est pourquoi courir, pourquoi faire un marathon. Tout simplement parce que le marathon c'est quand même mythique. C'est une distance mythique, c'est une course mythique. C'est pour me dépasser, c'est pour me prouver que je peux tenir une prépa de 6 mois et faire une course. C'est parce que j'ai toujours envie de battre mes records. J'ai un fichier Excel dans mon ordinateur où j'ai tous mes records sportifs depuis que je suis tout petit. Et donc j'essaye de battre mes records, j'essaye d'en avoir des nouveaux. Et tout simplement parce que ça me maintient en forme aussi. Ça me permet à 36 ans d'avoir la forme physique que j'ai, de pouvoir manger ce que je veux, quand je veux, de ne pas calculer, de pouvoir courir, sauter, porter mes enfants. Enfin, voilà, c'est pour être en forme et puis aussi pour me dépasser. Et puis pour... j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Il y a des gens qui aiment bien dessiner, d'autres qui aiment bien faire de la musique. Moi, quand je fais du sport, je me sens bien. Et j'ai une question de Romu qui me demande comment choisis-tu ton matériel, chaussures, vêtements, équipements, etc. Très bonne question, Romu. L'équipement, ça se teste. Donc en fait, au fur et à mesure de mon expérience, je sais que telle ou telle marque de chaussures me va. Je sais que tel ou tel style de short ou de t-shirt me vont, et donc je les essaye. Donc il y a forcément des fois il y a des loupés, c'est-à-dire que je vais acheter un short qui au bout du compte ne me va pas, ou je me sens pas bien quand je cours dedans. Je vais acheter des chaussures, ça m'est déjà arrivé, j'ai acheté une fois des Mizuno
pour essayer cette marque. Et puis au bout de 2 mois, j'ai arrêté parce que ça m'allait pas. Donc je teste le matériel, que ce soit les gourdes, la nutrition, les sacs à dos quand tu fais de l'ultra trail, les t-shirts, les vestes, les chaussettes, les caleçons, enfin les boxers de course à pied. Je teste tout pendant tous mes mois de préparation pour que le jour de la course, il n'y ait pas de surprise. Il faut savoir que sur ma prépa de l'année dernière, j'ai eu des irritations aux entrejambes à cause des boxers, chose qui ne m'était jamais arrivée de ma vie. Donc j'ai dû trouver une solution et donc j'ai trouvé des boxers Under Armour pour ne pas avoir d'irritation parce que c'était impossible de courir avec ça, quoi. Au bout de 15 km, pratiquement je saignais entre les jambes. Donc c'était très compliqué. Donc j'ai dû tester du matériel et puis voilà. Mon conseil, c'est de toujours tout tester avant la course. Le jour de la course, jamais rien de nouveau. Pas de nouveau matériel, pas de nouvelle nutrition, pas de nouveaux sous-vêtements, pas de nouvelles crèmes, je sais pas quoi. Toujours tester avant. On continue avec une question de Majid qui nous demande: est-ce que la gerbe est un passage obligatoire au marathon? Non, absolument pas. Deuxième question de Majid: vaut mieux faire son premier marathon par temps froid ou temps chaud? Très bonne question. Moi, personnellement, je préfère quand il fait frais. Voilà. Parce que c'est juste mon ressenti. Je préfère courir quand il fait frais plutôt que quand il fait chaud. Quand il fait chaud, tu as le soleil qui tape sur le crâne. C'est assez dur. Tu peux avoir des problèmes de déshydratation, etc. Donc, franchement, c'est en fonction de toi, hein. Moi, je sais que j'aime bien courir l'hiver. Voilà, j'aime pas trop courir quand il fait trop chaud. Et il y a des gens... courir sous 35 degrés, ils kiffent. Par contre, dès qu'il fait un peu froid, ils détestent. Donc, franchement, c'est selon toi. Il y a une autre question, il me demande comment faire la différence entre une blessure et une forte douleur. En fait, c'est simple, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas apprendre à connaître ton corps et tu vas comprendre lorsque tu as une douleur musculaire suite à à trop de course à pied. Par exemple, moi là j'ai vraiment eu des brûlures partout en bas du corps parce que il y avait vraiment trop, c'était trop quoi, mon corps il était en train de me dire stop, et une blessure en mode je sais pas moi, tu fais du squat ou du développé couché et d'un coup tu sens une grosse douleur à ton pec qui arrive. Je pense que quand c'est vraiment incisif comme ça, bim, c'est qu'il y a un problème. Là c'était sur du long terme, très progressif, j'avais de plus en plus mal, c'est juste la résistance musculaire qu'il faut que je travaille. Côté psychologique, lié à la première fois du coup, je me suis toujours demandé comment se convaincre de continuer à courir au moment du fameux mur des 30 km. Pour répondre à la question, pour moi le mur du 30e kilomètre ça n'existe pas vraiment. Il y en a, ça va être le mur du 22, du 27, du 33, du 35. Franchement c'est juste qu'il y a un moment c'est sûr que tu vas douiller et que tu vas te dire je veux arrêter. Et je pense que à ce moment-là, on peut considérer ça comme le mur. Tu me dis dans ta question, comment se convaincre de continuer à courir? Il faut juste te rappeler pourquoi tu t'es inscrit et pourquoi tu cours. Si tu fais un marathon, c'est que tu t'es inscrit il y a un moment. C'est que tu as fait des mois et des mois de préparation. Et donc, c'est marrant du coup que tu poses la question parce que quand je courais, il y a un moment, il y en a un, il était en train de marcher et tout, il galérait et tout ça. Et il avait son nom sur son t-shirt et tout. Et je suis passé et je lui ai juste dit, on va l'appeler Bernard. J'ai juste dit, Bernard, oublie pas pourquoi tu t'es inscrit et tous les entraînements que tu as fait pendant ta prépa. Alors lâche rien et tu vas le finir. Voilà, un truc comme ça. En fait, la plupart des gens qui s'inscrivent sur un marathon, c'est pour se prouver quelque chose à eux-mêmes, ou c'est pour défier, ou il y en a, ils ont eu des maladies ou des choses dans leur vie qui ont été assez compliquées, et puis ils veulent se prouver qu'ils peuvent faire ça. Et il y en a, c'est juste parce qu'ils ont envie de courir un marathon et que voilà, la distance les intrigue, et puis d'autres, ils kiffent ça. Mais il faut juste se rappeler pourquoi tu t'es inscrit, et surtout, tu t'es entraîné. Il faut vraiment le prendre comme un entraînement. En fait, moi, j'ai eu, je crois, 72 entraînements en 6 mois. Le marathon n'était que le 72e entraînement. Il fallait le finir, c'est tout. J'ai fait tous mes entraînements, je suis resté discipliné. Et là arrive le marathon, c'est un entraînement qui est plus long, certes, mais pour moi, ça fait partie du truc, c'est la fin. C'est la fin du cycle, donc il faut le finir, il faut aller chercher la médaille. Et surtout, j'ai déjà abandonné certaines courses de ma vie.
Et c'est pas que je m'en veux encore, mais c'est toujours là, quoi. Ça me fait chier, tu vois. Ça me fait chier. Je pense que même si tu finis en marchant, et même si tu mets 6 heures pour finir, au moins tu peux être fier d'avoir fini. Donc je pense que c'est ce qu'il faut se dire. Se rappeler d'où tu viens, pourquoi tu t'es inscrit, tous les entraînements que tu as fait, la fierté que tu vas en avoir d'avoir terminé, même si tu n'as pas fait ton objectif. Tu vois, moi, mon objectif, c'était de courir 3h30 et j'ai couru 3h54. Donc, c'était pas du tout l'objectif. J'ai pas réussi à faire l'objectif que le campus m'a fixé, mais j'ai réussi à faire mon objectif de passer sous les 4 heures. Et voilà, après, tu seras fier de toi. Donc, j'espère que si un jour tu en fais un, tu iras jusqu'au bout. Et maintenant, on va passer aux 2 dernières questions. C'est mes enfants qui me les posent. Alors, toi, Logan, réfléchis. Et sur toute la course que j'ai faite, est-ce que tu as envie de me poser une question? Non. Oh, mais Je sais pas. faudrait que tu en trouves une. Alors, Zoé, essaie de réfléchir. Oui, si pourquoi il y avait beaucoup de gens au début de la course? Donc Logan me pose une question. Pourquoi il y avait beaucoup de gens au début de la course? Eh bien écoute mon fils, quand tu regarderas cette vidéo et que tu seras en mesure de comprendre, mais tu l'es déjà, il y a beaucoup de gens au début de la course tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont inscrits. Donc là c'était un petit marathon, je crois qu'il y avait à peine 500 personnes. Il y a des marathons où il y a des milliers et des milliers de personnes, notamment les plus connus. On a le marathon de New York, marathon de Paris, marathon de Boston, etc. C'est des dizaines de milliers de personnes. Donc c'est vraiment là, le marathon du Cognac, c'est un petit marathon. Mais évidemment pour lui, il a 6 ans, ça paraît énorme. Et il y a aussi beaucoup de supporters qui étaient là, donc ça c'est vraiment cool au niveau des départs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me mets toujours au début pour partir et jamais à l'arrière du peloton. Parce que quand tu te mets à l'arrière et qu'on est 5000 ou 2000, je peux te dire qu'avant le premier virage, tu as déjà perdu 2 minutes ou 3 minutes par rapport à ceux qui sont partis devant. Donc c'est pour ça que je me mets au début. Maintenant on va passer à la question de ma fille. Très bien. Et toi, Zoé, est-ce que tu as une question? Et pourquoi il y avait moins de gens à la fin? Très bonne question du coup de ma fille qui rebondit. Pourquoi il y avait moins de gens à la fin? Bah, tout simplement parce que si tu fais une bonne performance et que tu arrives dans les premiers, ou en tout cas dans les premiers 50% ou dans les premiers 25%, et ben tous les autres sont en train de courir. Donc, moins il y a de gens à l'arrivée, meilleure est ta performance. C'est ça qu'il faut retenir. Comment finir cette vidéo? Comment finir cette quête de 12 ans? Pour finir cette vidéo, on va faire les remerciements. Donc on va tout simplement remercier en premier lieu mes proches, donc ma femme et mes enfants, qui me supportent lors de tous mes entraînements, qui sont disponibles pour que je puisse aller m'entraîner, que ce soit en musculation, en course à pied, de temps en temps en vélo, de temps en temps. Guigui, si tu nous regardes. Je remercie aussi les amis avec qui je cours, notamment Adrien, là, qui m'a redonné la pêche là, quand je l'ai rencontré il y a 1 an et demi pour me remettre à la course à pied, etc. Et du coup, on s'est quand même pas mal motivés ensemble. On a fait des courses, on a fait des semis, on s'est inscrit au marathon, on l'a fait ensemble et tout. Donc c'était cool, ça donne de l'émulsion et tout, c'est vraiment sympa. Et puis je me remercie moi, si je regarde la vidéo plus tard, d'avoir toujours continué, d'avoir toujours espéré réussir cet objectif de marathon en moins de 4 heures. On a la bouteille de cognac, on a la médaille. On n'oublie pas la petite paire de chaussures où on va écrire le temps ici, et puis on va l'encadrer, hein, en tout cas la poser sur une étagère, et puis on s'achètera une nouvelle paire. Et puis écoutez, les prochains objectifs sont donc le semi-marathon de Bazas et le Grand Raid des Pyrénées. Donc maintenant, dans ma tête, c'est ça, le Grand Raid des Pyrénées. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous entraîner, soyez disciplinés, et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Ciao. Les commandos partent pour l'aventure, soleil couchant les salue. Chez l'ennemi, la nuit sera très dure.
sans espoir